Si tu n'es pas de France et que tu écoutes ces gens parler, La transmission a commencé à faire ce qu'il y a. En fait, ça veut dire que j'en ai trois. Trois, ça se poste. Quand j'en ai trois, j'ai la poussée dans mes bras. vous pourriez penser qu'ils parlent français. Mais ce n'est pas le cas. Ils parlent en fait occitan, une langue parlée dans le sud du pays. Aujourd'hui, jusqu'à 23% des habitants de la région d'Occitanie parlent cette langue. C'est en fait un bon pourcentage si on le compare à certaines autres langues régionales de France dans leurs régions respectives. Aujourd'hui, seuls 12% parlent autobreton, 17% francique-mosellan, 53% alsacien et 3% provençal. Et puis, dans les régions frontalières, environ 30% parlent le basque et le catalan chacun, tandis que la Corse maintient jusqu'à 60% de locuteurs de sa propre langue. Mais toutes ces valeurs étaient bien plus élevées autrefois, car l'utilisation du français comme langue généralisée dans le pays est assez récente. En fait, au début du 19e siècle seulement, environ 12% des Français parlaient le français parisien comme langue maternelle. Le reste parlait l'une de ces langues locales, qui pouvaient être un peu proches du français standard ou complètement différentes. Au nord, les langues d'Oïl ont des variantes, mais elles restent assez similaires. C'est aussi incroyable que l'une d'elles s'appelle en fait Croissant. C'est en fait la région de transition vers l'occitan, ou Languedoc, parlée dans le sud, et qui elle-même possède 6 dialectes principaux. L'occitan n'est pas très différent du français, mais il est un peu plus proche du catalan, voire même de l'italien, que du français. Ils ont évolué séparément depuis le 9e siècle et sont en fait nommés d'après leurs mots respectifs pour dire oui, contre OC. La prononciation occitane est plus ouverte et mélodieuse, par exemple, leur mot pour terre. Tercha n'est pas la même chose que le français terch, mais les deux viennent de la même racine latine. Pour décrire une belle maison, un locuteur occitan dirait « la maison est polida », plutôt que le français « la maison est belle ». Cela ressemble vraiment presque à un hybride franco-catalan, et d'autres exemples dans le vocabulaire le montrent. L'eau en français est eau, mais en occitan c'est géa. C'est pareil avec nuit contre nuec. Dans tout le pays, de nombreuses langues régionales présentent des différences encore plus marquées, voire sont totalement distinctes du français. Alors, si plus de 80% du pays les parlait, et si certaines étaient si différentes, pourquoi cela a-t-il changé ? Pourquoi le français est-il devenu si dominant dans le pays ? En résumé, qu'est-il arrivé aux langues régionales de la France ? Je pense que la meilleure façon de comprendre cela est de connaître l'histoire du français, et comment il est devenu la langue principale en France, au point où il a surpassé toutes les autres. Le français, c'est une langue ancienne. Elle descend du latin vulgaire et a évolué à partir des dialectes gallo-romans parlés dans le nord. Ainsi, aujourd'hui, une seule personne dans cette région parle un autre dialecte, car il n'était pas très différent à l'origine. C'est de là que vient le français proprement dit, si vous voulez. Mais pendant que la langue évoluait du gallo-roman latin vers l'ancien français, puis le moyen français, jusqu'à atteindre la forme moderne de la langue. Son influence ne s'étendait pas vraiment ailleurs qu'au nord du pays. Cela s'explique aussi par le fait que ces régions constituaient le cœur du royaume de France, d'où il s'est développé et a étendu son contrôle territorial. Et aussi parce qu'ils avaient, comme le reste de l'Europe, un système féodal. Ainsi, bien que le duché de Bretagne puisse appartenir au royaume de France, il bénéficiait d'une indépendance et d'un gouvernement locaux de facto, qui ont préservé l'identité et le dialecte unique de la région. La Bretagne illustre bien une langue locale totalement distincte du français. Elles sont plus proches du gallois et du cornique en raison de leur origine celtique. Par exemple, leur mot pour dire au revoir est kenavo, sans aucun lien avec le français ou même le latin. La structure et le vocabulaire de ces langues sont complètement différents. Et bien que l'occitan soit plus proche du français sur le plan linguistique, je pense qu'on pourrait en dire autant de leur autonomie régionale. À l'époque médiévale et encore aujourd'hui, l'Occitanie est vue comme une nation distincte en France, avec son drapeau remarquable. Depuis le Moyen-Âge, la culture occitane est perçue comme différente de la culture française.
La moitié de cette région englobe même l'ancien duché d'Aquitaine, qui a passé beaucoup de temps à être gouverné séparément du royaume de France. Je crois qu'elle a même été anglaise à un moment. Les autres endroits où l'on parle des langues locales sont davantage liés aux régions frontalières de la France. Par exemple, le basque et le catalan sont parlés ici et ici parce qu'ils sont reliés aux territoires respectifs d'où proviennent ces langues. Les cultures au sein de l'Espagne, l'alsacien et le mosellan, ont émergé en raison du caractère disputé du territoire entre les Français et les Allemands au cours de l'histoire, avec une culture et une langue qui sont nécessairement un mélange des deux. Mais, dans certains cas, plus proches de l'allemand, de nombreux francophones ne le comprendraient pas du tout. Et la Corse, l'île de la Méditerranée, n'a même rejoint la France qu'en 1796, et on peut dire qu'elle l'a fait contre sa propre volonté. Elle a toujours été une nation à part, avec plusieurs tentatives d'indépendance dans l'histoire. Leur langue est issue du latin, mais en passant par le toscan, l'italien et le sarde, elle est complètement différente du français. Cela nous laisse vraiment avec une seule autre langue régionale principale, si vous voulez, le franco-provençal, qui est également parlé en Suisse occidentale et dans le nord-ouest de l'Italie. Elle était autrefois parlée dans tout le duché de Savoie, avec une influence notable de la domination bourguignonne. C'est aussi un point intermédiaire entre le français et l'occitan. Elle partage du vocabulaire avec les deux, mais elle conserve aussi un son distinct et sa propre grammaire. Essentiellement, tous ces endroits ont développé et conservé leur propre langue parce que leur culture était différente. Et leur culture était différente. Parce qu'ils ne faisaient pas partie de la France jusqu'à plus tard dans l'histoire. Ou bien, même s'ils faisaient partie de la France, ils ont pu garder leur gouvernance locale. Cette carte, estimant la date d'origine de chaque langue, nous aide à mieux comprendre cela. Bien sûr, les langues n'ont pas vraiment de date d'origine. Elles n'apparaissent pas soudainement un jour précis. Elles se forment et se transforment au fil du temps. Mais ce sont au moins les premières fois où l'on peut trouver une utilisation enregistrée de chacune de ces langues. Cela nous montre, par exemple, que le basque existe depuis 80 avant Jésus-Christ. En fait, le basque est absolument fascinant en tant que langue. Le Pays basque, bien qu'en Espagne, a préservé sa langue et sa culture. Le basque est la seule langue pré-indo-européenne qui subsiste en Europe. En gros, c'est être le seul endroit aujourd'hui où une langue européenne autochtone est parlée. Et à cause de cela, c'est une langue isolée, ce qui signifie qu'elle n'a pas de parents connus. Parmi d'autres langues, elle précède l'arrivée des Indo-Européens et des langues comme le latin, qui ont ensuite influencé la région environnante. À cause de cela, ses origines restent encore un peu mystérieuses. Les autres langues régionales du pays, moins anciennes et sauf en Bretagne, peu différentes du français, se sont aussi développées indépendamment. Le breton a précédé le français, vers l'an 800 après Jésus-Christ. Historiquement, la région a des racines celtiques, issues d'anciens colons, et son identité culturelle différente a été préservée tout au long de son histoire. En tant que duché indépendant avant son union avec le royaume de France, qui est également arrivé assez tard, seulement en 1532, la Moselle, le francique et l'alsacien datent de 600 et 842 après Jésus-Christ, tandis que l'occitan, plus ancien que le français, remonte à 780 après Jésus-Christ. D'autres langues peuvent être plus récentes que le français, bien que de peu, comme le corse, le franco-provençal ou le catalan, mais elles sont tout de même assez anciennes pour justifier leur importance locale. Nous pourrions aussi explorer tous les dialectes régionaux de ces langues, y compris ceux du nord de la France. Les couleurs les rassemblent selon les langues, mais on peut voir qu'à l'intérieur de l'occitan, le provençal est légèrement différent du gascon, ou que parmi les langues du nord, le normand reste aussi un peu différent. La France a étendu son royaume pour gouverner ses régions, laissant les habitants tranquilles un temps. Ils pouvaient avoir la culture qu'ils voulaient, et parler la langue locale de leur choix, tant qu'ils payaient les impôts et les taxes au roi de France. Mais avançons jusqu'à aujourd'hui, et presque tout le monde parle français. Et bien que la France reconnaisse ces langues comme des dialectes, elle ne reconnaît qu'une seule langue nationale, le français. Alors, que s'est-il passé pour comprendre ? Nous devons remonter dans l'histoire, mais pas jusqu'en 80 avant Jésus-Christ. Tout cela concerne 2 mots de la politique linguistique anglaise. Avec le temps, le gouvernement français a accordé plus d'importance à l'usage de sa langue.
Parce que la langue est puissante, elle peut être utilisée comme un instrument de pouvoir et de répression. Notez si une région culturellement distincte veut l'indépendance. Supprimer un élément aussi clé de leur culture, comme la langue, peut être un outil précieux. Le pays avait été unifié, mais il fallait aussi unir la langue pour le maintenir. Cela a commencé dès 1539, mais très lentement à ce stade. Cette année-là, par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, François Punier de France a établi le français comme langue administrative du royaume et pour tous ses documents juridiques et lois. Avant, seul le latin était utilisé. Et ici, c'est un point intéressant de l'histoire parce que les historiens ne sont pas d'accord, ou du moins ne sont pas certains, quant à ce changement. Cette réforme, introduire le français visait peut-être à éliminer le latin et à réduire le pouvoir de l'Église. Ou alors, c'était peut-être déjà une première tentative de réprimer ces autres langues locales. Toutes les provinces du royaume le suivent. L'administration locale a commencé à employer le français, mais habitants et dirigeants utilisaient toujours les langues locales entre eux. En fait, 2 provinces à l'époque étaient exemptées d'adopter le français comme langue juridique locale. Et les raisons pour cela sont assez intéressantes. La Navarre était l'une d'elles. Elle continuait à parler gascon, une version du basque, et le roussillon, qui continuait à utiliser le catalan. La Navarre venait d'être annexée, donc le roi voulait s'assurer de leur loyauté. Permettre la conservation de leur langue était une bonne étape, et le roussillon n'a été annexé que des décennies après la loi. Et donc, elle ne l'a tout simplement pas appliquée lorsqu'elle est devenue une partie de la France. Cela explique peut-être pourquoi un tel pourcentage de personnes dans ces régions, environ 30% chacune, parlent encore ces langues aujourd'hui. Et quand j'ai dit que le processus était lent au début, c'était vraiment le cas, car il a fallu encore 100 ans pour passer à l'étape suivante. En 1635, l'Académie française, la principale institution française qui régit tout ce qui concerne la langue française, a été fondée par le cardinal de Richelieu, le premier ministre du roi Louis XIII. Elle a été créée pour établir les règles d'utilisation du français, définir le vocabulaire et la grammaire de la langue, et publier un dictionnaire officiel. Le roi et son gouvernement voulaient s'assurer que la langue française soit protégée et utilisée correctement. Fait intéressant, aujourd'hui l'organisation fait face à la même lutte et elle garde le même objectif, essayer d'empêcher l'anglicisation du français à l'époque moderne. Mais de toute façon, l'Académie française a été créée davantage pour réguler le français que pour l'imposer et le faire remplacer les langues locales. Cela est devenu plus tard et, curieusement, au même moment, l'Académie a été temporairement abolie. Vous savez à quelle époque c'était? La Révolution. Après s'être soulevé contre la royauté, avoir pris le pouvoir et avoir guillotiné le roi, ainsi qu'un tas d'autres personnes, la République française a instauré de nombreuses mesures, dont le calendrier républicain en 1793 pour remplacer le calendrier grégorien. C'était complètement fou. Les semaines duraient. 10 jours. Les mois ont aussi changé de nom. Et l'année débutait à l'équinoxe d'automne, pas le 1er janvier. Le plus fou, c'est qu'ils ont remis l'horloge à 0 à l'an 1. Après la Révolution, il a été utilisé pendant quelques années, mais ensuite complètement abandonné par Napoléon en 1806. Ils ont aussi essayé de décimaliser le temps, de sorte qu'une journée ferait 10 heures chaque heure, 100 minutes et chaque minute 100 secondes en redessinant les horloges. Pour cela, une heure décimale équivaudrait à 2 heures et 24 minutes en temps normal, si vous voulez. Mais bon, ils ont réussi à décimaliser la monnaie et les mesures, et nous l'avons gardée partout, ou du moins presque partout, jusqu'à aujourd'hui. Qui suis-je pour juger les autres projets fous? Pourtant, cette fois, ils ont disparu en moins d'1 an. Mais avec toutes ces tentatives de réformes folles, il y en a une qui était très importante pour le pays, et très importante pour nous. Pour comprendre le sujet de cette vidéo, à savoir la langue. En 1794, le célèbre révolutionnaire Abbé Grégoire a publié une réforme intitulée « De la nécessité et des moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française ». Le terme « patois » était utilisé pour désigner les langues locales. Il venait de l'ancien français
et signifiait à l'origine un langage grossier, maladroit ou non cultivé. Cela montrait vraiment le mépris et le sentiment de supériorité que l'élite française avait envers ses langues locales. Pendant et juste après la Révolution, les langues régionales comme le breton, l'occitan et l'alsacien étaient condamnées comme des instruments barbares de la contre-révolution. Beaucoup les considéraient comme un outil pour, je cite, maintenir les masses paysannes dans l'obscurantisme, parce qu'elles ne pouvaient pas lire tous les textes révolutionnaires publiés en français, ou suivre les débats politiques mentionnés dans le rapport de cet homme. Celui-ci, d'ailleurs, est devenu le 5e dirigeant de la France révolutionnaire et a siégé au Sénat sous Napoléon. Son rapport confirme à quel point l'usage des langues locales était répandu en France jusqu'à ce moment-là. Rappelez-vous, nous sommes au début du 19e siècle, il y a à peine 200 ans. Il a écrit qu'il était inacceptable que le pays le plus avancé du monde sur le plan politique n'ait pas dépassé la tour de Babel, en ce qui concerne les langues, et que seulement 3 millions des 25 millions d'habitants de la France parlaient un français parisien pur comme langue maternelle. Ce rapport a donné naissance à 2 lois qui ont établi le français comme la seule langue du pays autorisée ou tolérée dans l'administration publique, la vie et les écoles. En 1803, Napoléon Bonaparte a refondé l'Académie française pour aider à atteindre cet objectif. Mais il n'avait pas vraiment le temps pour ça. La France était plongée dans de nombreuses guerres, et Napoléon essayait de placer toute l'Europe sous l'influence française. Ce n'est que des décennies plus tard, bien après la défaite de Napoléon, que la Troisième République française s'en est chargée, en 1880, pour mettre en œuvre une politique d'alphabétisation et instaurer l'école primaire obligatoire uniquement en français. Toutes les autres langues furent interdites d'enseignement à l'école. Et non seulement cela, mais leur utilisation par les élèves, même dans la cour de récréation, était interdite, et ils devaient être punis s'ils étaient surpris à les utiliser. Cela a rendu les gens craintifs et honteux de parler leur propre langue, ce qui a contribué à leur disparition progressive. En Alsace-Lorraine, l'usage public de l'allemand a aussi été interdit après la Première Guerre mondiale en 1918. Et à partir de ce moment-là, la politique envers les langues régionales partout dans le pays est devenue encore plus répressive. Il est intéressant de voir comment ce gouvernement français plus moderne et véritablement démocratique s'est retrouvé à être plus répressif envers les langues locales que ces révolutionnaires apparemment fous et idéalistes. Peut-être que les révolutionnaires manquaient juste de temps et de moyens pour appliquer leur stratégie. Mais tout de même, en 1925, le ministre de l'Éducation, Anatole de Monzy, a même déclaré que, pour l'unité linguistique de la France, la langue bretonne devait disparaître. Et on peut imaginer que sa politique envers toutes les autres langues locales serait la même. Les choses se sont ensuite un peu mieux passées. Pendant les années 60 et 70, et même dès les années 50, des mouvements pour la reconnaissance et le respect de ces langues ont commencé à apparaître. C'était le monde après la Seconde Guerre mondiale, et les choses allaient le mieux. L'État a reconnu le droit des langues locales d'exister, même si elles n'avaient pas le même statut officiel que le français. Ils ont permis de les enseigner dans les écoles secondaires comme langue seconde, et les médias locaux ont également été autorisés à les inclure. Mais la situation s'est de nouveau aggravée. En 1972, le président Georges Pompidou déclara qu'il n'y avait pas de place pour les langues minoritaires en France, un pays destiné à marquer l'Europe, adoptant selon moi une mauvaise approche de l'idée de l'unité européenne. L'Union européenne ne devrait pas nous imposer une identité commune artificielle en ignorant les différences nationales et locales, mais faire l'inverse. Une union des Européens fondée sur nos valeurs déjà communes, qui nous permet de préserver nos propres cultures et identités, même nos langues. Tout cela en sécurité, parce que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Je crois que c'était l'idée initiale. En 1999, le Conseil de l'Europe a adopté la Charte européenne pour protéger et accorder des droits aux langues régionales. Le gouvernement français l'a signée, mais le Parlement ne l'a pas approuvée. Cela reste un débat public et politique en France jusqu'à aujourd'hui. Quelques années auparavant, en 1992, ils ont modifié leur constitution pour préciser clairement que la langue de la République est le français.
et la loi Toubon de 1994 a rendu obligatoire l'utilisation du français dans tous les documents officiels, les publicités, tous les lieux de travail, les contrats et les écoles publiques. Elle a laissé de côté la vie privée, ainsi que les livres, les discours et le cinéma, ce qui est déjà quelque chose, je suppose. En 2008, le gouvernement a de nouveau reconnu les langues locales. En 2021, une loi autorisant leur usage dans les écoles et administrations locales a été rejetée par le Conseil constitutionnel. L'application forcée a fonctionné. Mais aujourd'hui, peu de personnes parlent les langues locales, bien que certains résistent et les utilisent encore. J'ai contacté mon amie Claire, qui vient de France, pour lui poser des questions à ce sujet et avoir le point de vue d'une locale. Elle a mentionné qu'à Toulouse, qui fait partie de la région de langue occitane, les noms des villes et les stations de métro sont écrits dans les deux langues, et qu'il existe une station de radio locale qui utilise uniquement l'occitan dans ses émissions. Les gens qui vivent là-bas utilisent des mots que d'autres endroits en France n'utilisent pas, et parfois même leur accent est influencé par cet élément de leur histoire linguistique. Cela, je pense, nous montre comment les habitants continuent de l'utiliser, malgré les efforts de l'administration centrale française pour éliminer ces langues au cours des siècles passés. Malgré ces efforts, elles sont de moins en moins parlées, principalement par des personnes âgées qui disparaissent. Et avec elles, les langues séculaires de chacune de ces régions disparaissent aussi. Un plaisir, car Dempeik étant un bastion des traditions, il est important de leur parler la langue. Parlez-vous l'une de ces langues? Ou si vous venez d'un autre pays, avez-vous d'autres exemples de langues locales très différentes? Dites-le moi en commentaire, je pourrais peut-être faire une autre vidéo sur l'une d'elles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale. En fait, attendez, ce serait cool si je disais cette dernière phrase en occitan, d'accord? Google Traduction n'a pas d'audio pour cela, donc je risque de mal le prononcer, mais je vais faire de mon mieux. Merci d'avoir regardé et vous verrez bientôt plus de vidéos sur les connaissances générales. J'ai probablement écorché ça, mais j'ai essayé.